À la fin des années 50, l'économie est en pleine croissance et EOS décide ou désire renforcer son parc de moyens de production ainsi que le diversifier. Simultanément, un projet pétrolier demande une implantation d'une raffinerie sur le Bas-Valais. Après discussion, il est décidé de coupler à cette raffinerie une centrale thermique qui brûlera les déchets de cette raffinerie. Et c'est Chavalon qui commence. Avant l'installation définitive de la centrale, ça ressemblait à un village semi-agricole avec quelques petites industries, des gens qui allaient travailler à l'extérieur pour la plupart. Ce n'était pas une cité dortoir, mais quand même. Ces industries commençaient à péricliter. Il était nécessaire en quelque sorte de redynamiser cette région et la centrale évidemment a été en quelque sorte l'usine, si ce n'est miracle, en tout cas providentielle. Pour des raisons économiques, il aurait été intéressant d'avoir l'implantation de cette centrale à côté de la raffinerie, mais déjà à l'époque, un souci environnemental incita les promoteurs du projet de choisir surtout un site en altitude pour se trouver en dessus de la couche d'inversion. Il y avait un gars du Midi qui me disait « c'est pour le tourisme que vous allez placer là-haut, c'est pas possible autrement ». Le premier coup de pioche a été donné en automne 1963. C'est le gigantisme du matériel qui est monté à Chavalon qui a impressionné les gens. L'appareil le plus lourd était l'alternateur 130 tonnes qui était acheminé par cette petite route. Le chantier a duré 26 mois et durant ces 26 mois, le transport était conséquent. On crée des places de travail dans le village même, avec un village plus gai, plus ouvert. On aura des gens nouveaux qui seront là, mais qui apporteront un sang nouveau, enfin un meilleur oxygène, si je puis dire. Il y a eu des Italiens, il y a eu des Espagnols, des Portugais, même quand il a manqué quelque peu de personnel, il y avait même des Grecs un temps. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire pour un village qui n'était pas endormi, mais par rapport à ce qui venait comme nouveauté, c'est vrai que c'était quelque chose d'extraordinaire. La centrale de Chavalon fonctionnait avec de l'huile lourde, qui est le résidu de la raffinerie de Colombey. Cette huile lourde était transportée par un pipeline de 12 km qui traverse la plaine et qui permettait d'alimenter la centrale de Chavalon en continu. Le canal de Socalper est un canal dans lequel on prélevait de l'eau, puisque la centrale de Chavalon avait besoin d'eau pour refroidir ses machines. Ce panache, c'est simplement de l'eau qui s'évaporait à cause d'une différence de température. C'était tout à fait inoffensif, c'était de l'eau, la même qu'ils avaient dans leur machine à café. Une grande partie du personnel d'exploitation vivait sur place pour pouvoir faire du piquet, pour être atteignable en tout temps. Et c'est vrai que c'était extrêmement vivant d'être sur place et d'avoir toute sa famille et de pouvoir avoir des collègues aussi qui vivent dans des villas annexes. En hiver ou en été, les enfants descendaient à l'école en téléphérique, accompagnés du chauffeur qui les menait jusqu'à l'école. C'est que les mamans étaient sans souci en partant de la porte de la maison, qu'ils arrivaient à l'école et ils revenaient. Il y avait une mixité de personnes qui était assez formidable, avec des gens de la mécanique, de l'électricité, de la chimie, des gens, des anciens, des plus jeunes, et c'était une grande équipe qui travaillait aussi souvent la nuit, tout le temps, 24 heures sur 24, donc il fallait avoir une cohésion assez importante. On avait un système de travail, un espèce de paternalisme positif qui était au bénéfice de tous les employés. C'était aussi un peu notre fierté de maîtriser un engin pareil, une installation aussi complexe que ça. Quand on la faisait visiter, on faisait partie de la machine. Les
rondiers devaient aller dans les différentes installations et devaient être sensibles à la chaleur, à la température, à l'odeur aussi. C'était exactement comme un être vivant. Le gigantisme de l'installation ne représente pas la précision de l'appareil. Ce sont des masses très conséquentes en mouvement, mais qui devaient être réglées à une précision d'horlogerie. Les mesures qu'on effectuait, c'était le millième des millimètres pour l'ajustement de cette machine. Il faut d'abord allumer les fours avec de l'huile lourde. Il faut que le four monte en température, il faut produire de la vapeur qui soit aussi à température suffisante. Et cette vapeur est ensuite amenée à une turbine qui fait de l'énergie électrique. Cette opération prend beaucoup de temps puisque les pièces passent d'un état froid à un état chaud, il faut qu'elles puissent se dilater et toutes ces opérations prennent de nombreuses heures. Ce qui était extrêmement important et gratifiant pour nous, c'était d'entendre la machine fonctionner, avoir ce ronronnement de base qui disait que tout fonctionnait bien. Il faut quand même savoir que cette centrale qui était faite pour ronronner jour et nuit, 7 jours sur 7, elle est faite pour ça. Et après on a dit, au vu de la cherté du mazout, on va arrêter tous les week-ends. Ça demandait un démarrage le lundi dans des conditions particulières, avec du matériel mi-chaud. Et après on a dit, non, c'est encore trop, on va arrêter tous les soirs. On va démarrer tous les matins. Et ça, c'était une crispation, un stress, une tension qui était grande. C'est comme pour un conducteur qui doit passer d'une conduite sur l'autoroute à un pilote de rallye. La centrale de Chavalon était une réussite, une vraie réussite. Et la fermeture n'était pas un échec, c'était simplement que la centrale est arrivée en fin de vie et puis ça coïncidait avec une situation économique qui n'était pas favorable. Ça a surtout été un choc d'apprendre que de nombreuses personnes allaient perdre leur emploi. Et je suis rentré pour pouvoir être proche de mes collaborateurs et pour qu'on puisse vivre cette expérience ensemble et essayer de trouver une transition qui puisse se faire en douceur parce qu'évidemment c'était un choc fort pour la plupart des employés. Ça m'a fait mal pour les gens qui n'avaient pas mon âge, qui ont dû quitter, qui avaient certainement le même feu sacré que moi. Et je me souviens, moi, j'étais dans mon jardin en teuf quand j'ai vu arriver les gens désabusés. Je ne sais pas quelle date c'était, en mois de juillet, je me souviens, on a bu un verre là, sous la tonnelle, mais j'avais mal pour eux parce qu'ils avaient fait comme moi, ils s'étaient engagés à fond, ils avaient aimé ce qu'ils faisaient comme moi, je pense. Il y a eu cette volonté de replacer le personnel et il n'y a pas eu de difficulté à ce que l'ensemble du personnel, qui était d'ailleurs extrêmement qualifié, retrouve un job. Nous voulons remplacer cette ancienne technologie avec la technologie des années 2010. Les grosses différences, c'est le rendement électrique qui est beaucoup plus élevé qu'à l'époque. Nous allons plus utiliser du fuel lourd, mais utiliser du gaz naturel comme combustible. Quand je regarde la centrale qui existe aujourd'hui, je trouve que c'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi avec les moyens techniques des années 60 et la qualité de centrale qu'ils ont pu construire. Je veux simplement faire tout aussi bien qu'ils ont fait dans les années 60 et ça, c'est un très, très grand défi.